Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'évolution de l'épidémie et quelle est l'influence des vaccins sur celle-ci? L'évolution de l'épidémie, pour nous qui testons depuis le début de la même manière. On a testé tous les gens qui se présentaient ici, qu'ils soient symptomatiques, non symptomatiques, vaccinés, non vaccinés. On est à un point dans lequel ce qu'on appelle vaccinés, ceux qui ont reçu une vaccination, enfin, à très peu qui ont reçu une seule injection, mais entre ceux qui ont reçu 2, 3, 4 injections, eh bien, on a un pourcentage d'infectés qui est égal ou supérieur à celui qui n'ont pas reçu l'injection. Donc, donc on n'a pas, sur ce point-là, on n'est pas particulièrement ému sur l'efficacité du vaccin dans la population générale. Et j'y reviendrai. Je continue à penser, on reviendra dessus, que la population qui est à risque peut en bénéficier, qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour la population à risque. Mais globalement, si on regarde d'ailleurs, ici, vous voyez la situation épidémique depuis février. Eh bien, ici, vous avez le nombre de nouvelles personnes positives. Alors, on s'est limité compte tenu du fait qu'on a des flux extérieurs pendant les vacances, qu'il y a des gens qui sont venus se faire prélever ici et tester ici au moment où les autres endroits ne testaient pas. Donc, de manière à avoir un échantillon qui soit représentatif. Vous voyez le nombre de cas qui ont été positifs par mois depuis le début de l'épidémie. Donc, on peut pas dire qu'il y ait un effet de l'ensemble des mesures qui ait permis un contrôle quel qu'il soit. Le virus a continué à muter, créer des variants, à faire la même chose. Alors est-ce qu'il y a eu moins d'hospitalisations? Ma foi, vous voyez que la courbe des hospitalisations, bien qu'à la fois, y compris en réanimation, bien que de temps en temps on a eu des émotions qui se soient répandues dans la presse. Il y a même eu un moment des évacuations en hélicoptère de malades, mais enfin il n'y en avait pas plus qu'avant. Donc tout ça, et vous voyez, régulièrement on a ces pics de réanimation qui correspondent au nombre de cas. Et le nombre de morts ne change pas de manière terrible. Alors, c'est les gens qui meurent avec le virus du Covid, ça ne veut pas dire qu'ils meurent de ça. Dans les travaux qu'on regarde récemment, qui ne sont pas encore publiés, les gens qui actuellement meurent avec le Covid, on peut estimer qu'il y a entre 30 et 50% qui meurent avec le Covid sans que le Covid n'ait rien à voir avec leur mort. Parce que, compte tenu du fait que dans la population générale, vous avez qui vient se tester ici, qui est asymptomatique, je dirais 15% des gens qui sont positifs. Si vous avez une fracture du fémur et qu'on vous teste systématiquement, il est bien possible que vous ayez le virus du Covid dans l'appareil respiratoire, mais c'est pas ça qui vous a cassé la jambe. Hein. Donc ça s'appelle ça, est-ce qu'on peut l'imputer? Donc il y aura un grand problème là maintenant avec qu'est-ce qu'on peut imputer et quelle est la proportion qu'on peut imputer. Alors, en moyenne, ce qu'on peut regarder ici, c'est que la moyenne d'âge des morts n'a pas changé pendant toute cette époque. Ici, parce qu'on a pris les malades en charge ici depuis le départ, et que la moyenne d'âge des morts est de 80 ans. Et qu'en dehors des personnes très âgées, les autres, il y a des gens qui sont malades, qui sont jeunes, mais qui sont pris en charge et qui s'en sortent. Ceux qui en meurent sont ceux qui ont soit des maladies génétiques, soit des obésités, ce qui reste un problème vraiment majeur, soit des grandes causes d'immunodépression. Donc il y a une population cible bien cadrée actuellement, sur laquelle on doit porter plus d'éléments. La deuxième chose, c'est effectivement, ça n'est pas des rebonds de vagues de ping-pong différentes, vous voyez, c'est des variants différents. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est le premier qui mute en Italie et qui vient ici. Et puis après, ça, c'est le deuxième, le grand Made in France. Et puis après, ça, c'est celui qui est originaire d'Angleterre et puis d'Inde. Et puis maintenant, l'Omicron qui serait né en Afrique du Sud. Et puis, ce que l'on a surtout maintenant, c'est l'Omicron B2. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, ils ont une capacité, les uns et les autres, à se recombiner entre eux, qui n'est pas négligeable. Au fur et à mesure que ces mutants apparaissent, en particulier quand ils ont des mutations qui apparaissent dans la zone qui est celle qui a été ciblée par les vaccins,
l'efficacité vaccinale va en diminuant. Donc, ce qui est le cas du Omicron. Mais vous voyez, il y a un travail tout récent, donc il faut faire attention, faut pas lire la publicité qu'on fait dessus, mais les vrais travaux. Vous voyez, donc là, il y a un travail qui est sorti en New England où les Israéliens ont testé l'efficacité d'une 4e injection chez les gens qui avaient déjà eu 3 injections, donc ils comparaient contre les gens qui avaient 3 injections chez les gens de plus de 60 ans. Ce qui est une indication qui est raisonnable. C'est pas bon. Et dans cette indication, eh bien, il y a une efficacité de la 4e dose entre le 7e et le 30e jour. Les 7 premiers jours sont pas testés. Donc, ce que je pense être une erreur, parce que je pense qu'il y a des cas immédiatement après. En tout cas, nous, c'est ce que l'on a trouvé. Enfin, c'est maintenant une habitude de ne pas tester si les vaccins favorisent les infections précoces. C'est ce qui est une question qui n'est pas résolue. Et donc, mais malheureusement, cette protection ne dure qu'à peu près 1 mois. Donc, vous voyez, ça protège dans 45% de l'infection pendant 1 mois. Donc, vous n'allez pas arrêter une épidémie avec ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que il semble dans ce travail que il y ait une protection de l'hospitalisation, mais surtout de la mort chez les gens qui ont 60 ans ou plus. Hein. On n'est pas en train de parler des autres. Donc, on voit bien, pour ce vaccin encore, c'est un vaccin qui a sans doute une efficacité relative sur la mortalité, mais la mortalité des gens qui risquent de mourir. Donc, comme je vous ai dit, chez nous, les gens qui sont morts en moyenne, ils avaient 80 ans, donc ça n'a pas d'efficacité sur le contrôle de l'épidémie. Vous voyez, 45% pour 1 mois, franchement, c'est pas un contrôle de l'épidémie du tout. C'est ce qu'on voit dans le monde. Hein. Il n'y a pas d'endroit, si vous regardez le Johns Hopkins, il n'y a pas d'endroit dans lequel l'épidémie a été contrôlée par le vaccin. Donc c'est pas vrai. On va pas contrôler cette épidémie par le vaccin. C'est pas du tout l'expérience qu'on avait pour les vaccins traditionnels. Donc il faut pas appeler d'un même nom tous les vaccins. Quand vous faites un vaccin pour, je sais pas, le tétanos ou pour la diphtérie, eh bien, quand on a fait la vaccination contre la variole, l'idée c'est que les gens ne soient plus malades et que le virus se répande plus. C'est ce qui s'est passé en général. Voilà. Là, c'est pas le cas. C'est un vaccin qui protège les sujets les plus faibles contre des infections graves. Comme indication, ça ressemble un peu à ce que l'on proposait dans la vaccination au pneumocoque. Moi, je suis pour élargir beaucoup la vaccination pour les pneumonies à pneumocoque, parce qu'on peut en avoir plus jeune, mais jusqu'à présent, on l'a recommandé après 65 ans, parce que ceux qui meurent de pneumonie à pneumocoque, la plupart du temps, c'est les gens qui ont plus de 65 ans. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on ait une approche, si on était un peu dans le calme, là, qui soit, écoutez, il y a un bénéfice pour les gens qui ont plus de 60 ans. Écoutez, c'est raisonnable de protéger les plus anciens. Je ne peux pas vous dire que c'est d'une efficacité de contrôle. Quelqu'un très proche de ma famille qui vient de faire un Covid après la 4e dose. Hein, donc je savais bien que c'était pas une protection non plus miraculeuse. Donc il y aura pas de miracle, ce que je disais depuis le début. Faut faire de la médecine et puis se servir des outils que nous avons avec calme. Si on y arrive, ce qui est dans la situation actuelle est un peu difficile. Comment voyez-vous la part qu'a joué Marseille dans cette épidémie et dans les maladies infectieuses en général ? Globalement, avec mon équipe, on a essayé de monter l'institut le plus puissant en recherche en maladies infectieuses et tropicales au monde. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour ce faire, il a fallu plusieurs étapes. Moi, j'ai constitué ma première équipe il y a un peu moins de 40 ans. Et puis, petit à petit, nous avons regroupé toutes les forces de microbiologie et de maladies infectieuses pour les mettre dans l'IHU. L'IHU a été une longue histoire, passée par des financements successifs. On a été très aidé par les collectivités territoriales pendant ce temps, par la région, en particulier avec Estrosi et avec Renaud Muselier. On a été très aidé par le Conseil général. Ça m'est égal si après il y a des reproches qui ont été faits, il a été condamné à prison, mais enfin Jean-Noël Guérini nous a aidés d'une manière considérable tout au long de cette affaire. Donc moi je l'en suis reconnaissant parce que le reste de sa vie, c'est le reste de sa vie. Mais en tout cas pour ça, il nous a aidés de manière considérable. Jean-Claude Gaudin nous a aidés, Tessier nous a aidés. Donc voilà des gens qui nous ont aidés et qui ont permis d'amener les choses à ce niveau-là. D'ailleurs,
Ça nous a permis de traiter une quantité de gens, comme on a eu l'occasion de le dire. Et d'ailleurs, je vous assure que c'était une vraie... quand moi je suis à Marseille, je vois bien que les gens ont une affection pour l'IHU, une reconnaissance et des rapports avec l'IHU qui sont incroyablement intéressants. D'ailleurs, j'avais été en contact avec un journaliste du New York Times qui était venu à Marseille, du Washington Post, et qui avait été sidéré, et il m'a dit, écoutez, je suis très étonné parce que j'ai pris le bus, je suis allé dans la rue, et tout le monde me parlait de l'IHU en me disant que c'est une merveille, et puis quand j'ai vu les autorités, eux, ils me disaient l'inverse. Donc, il y a quand même une discordance entre ce que disent les autorités et ce que vive la population. Et je l'ai vu d'ailleurs parce que la jeune, un peu plus jeune que moi, maire qui a été élue de manière transitoire, maire de Marseille, Rubirola, qui avait été mon étudiante quand je pratiquais dans le quartier nord, m'avait dit, tu sais, si tu t'étais présenté, tu aurais été élu, j'aurais perdu. Oui, c'était intéressant. Même les hommes politiques étaient lucides avec cette chose-là. Alors, je vais vous parler quartier nord parce que je suis un peu irrité, là, qu'il y a des gens qui prennent leur violon en venant de Paris pour me parler quartier nord. Moi, je veux dire, j'étais médecin pendant 8 ans dans le quartier nord à l'hôpital Houphouët-Boigny, d'accord? Du moment où il est ouvert jusqu'au moment où je suis parti faire mon postdoc. Mon patron, M. Casanova, m'avait demandé de gérer la première salle de traitement des patients qui avaient le sida, ce que j'ai fait là. Ensuite, après mon mandat à l'université, pendant 5 ans, je suis allé une fois par semaine pour faire la visite dans l'hôpital Nord. D'accord? Donc les quartiers Nord, je connais. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour éradiquer l'épidémie de poux et d'une épidémie qui s'appelle la fièvre des tranchées chez les SDF, qui sont dans 2 foyers dans les quartiers Nord. D'accord? Donc les quartiers Nord, je connais. Je fais pas des grandes déclarations avec la main sur le cœur. Je me méfie, les gens qui ont la main sur le cœur, ils ont souvent la main sur le portefeuille aussi. Mais je connais très bien. J'ai beaucoup travaillé. Mes collaborateurs, Philippe Borocchi, Philippe Parola, ont travaillé pendant 20 ans là-bas. On sait ce que c'est. On connaît très bien. Les pauvres, d'ailleurs, il n'y en a pas que dans les quartiers nord. Les quartiers nord, il y en a au centre, il y en a au sud. Donc, je me méfie des déclarations vis-à-vis de la presse, plutôt que des gens qui sont les laboureurs de la médecine et qui ont passé leur temps à faire de la médecine et à s'occuper. Vous savez, les maladies infectieuses, c'est surtout des maladies de pauvres. Il y a beaucoup de maladies de pauvres. Et on s'en est beaucoup occupé, ici et dans d'autres endroits. Et notre attachement à Marseille est très particulier. Je voulais expliquer à Akhenaton, qui aime bien l'IHU, que on a créé à un moment, avec Philippe Parola, un service de maladies infectieuses aiguës avant la création de l'IHU, et on cherchait un nom, et Philippe Parola, finalement, a proposé de l'appeler le MIA, qui est une chanson célèbre d'Akhenaton, pour maladies infectieuses aiguës, il s'appelle toujours le MIA, donc c'était un jeu de mots pour nous, qui était un hommage aux chanteurs de Marseille, vous voyez, donc c'est bien que, sans qu'ils le sachent, il nous renvoie cet hommage. Et puis d'autre part, je vais vous dire, c'est une des choses dont je suis le plus fier et mes collaborateurs sont les plus fiers. On a découvert plus de microbes ici que dans n'importe quel endroit au monde depuis l'aube de l'humanité. À peu près 1000 microbes associés à l'homme sur les 3300 qui sont connus, et plus de 50% d'entre eux sont tagués avec le nom de Marseille, de la Timone, de l'hôpital Nord, de l'hôpital de la Conception. Et donc, ceci, c'est pas difficile à savoir, il suffit de regarder, le site s'appelle PubMed, et vous regardez Massiliensis, qui est dérivé du vieux nom de Marseille Massilia, ou Marseillense. Vous pouvez regarder aussi IHUMI, vous pouvez regarder Phocéensis, puisque Marseille est au départ une colonie du Ioni, c'est-à-dire d'une partie de l'Anatolie turque grécophone. Et donc, le nom de Marseille restera pour des décennies, parce que nous avons baptisé un nombre de microbes incroyables avec le nom de Marseille, des hôpitaux dans lesquels nous avons travaillé, et des pays d'où nous avons obtenu ces choses. En particulier, il y a beaucoup de Sénégalenses, beaucoup de Sénégalensis, du Congo. Donc ces noms que nous donnons, c'est notre chance de découvrir les choses, c'est que c'est celui qui découvre qui donne le nom. Pareil pour les virus, nous avons découvert les 2 premières familles de virus géants au monde, que j'ai baptisées, Mimivirus et Marseille virus.
Et donc, ce sont des noms qui circulent absolument partout, et donc dont nous sommes très fiers. Nous avons marqué l'histoire de la microbiologie à Marseille, et on voit bien que c'est à Marseille que c'est fait. Et c'est quand même quelque chose qui suscite un certain nombre de jalousies. Et sur l'Ukraine, que pouvez-vous nous dire? Écoutez, moi, bien entendu, j'ai passé ma vie à travailler sur les pauvres, les immigrés, les réfugiés, et bien sûr, je ne peux pas ne pas avoir de peine en pensant aux réfugiés et aux immigrés. Mais c'est pas tellement en ayant de la peine ou en faisant état ou en signant. Je signe jamais de pétition, je signe jamais de tribune, je m'exprime tout seul. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire, c'est de dire, faites très attention en Ukraine, le risque infectieux le plus important que vous ayez actuellement, c'est le risque d'une épidémie de poux, avec les maladies qui vont avec, c'est-à-dire le typhus, la borréliose à poux et la fièvre des tranchées, qui sont des maladies que je connais très très bien. Notre équipe est celle qui connaît le mieux au monde ça. J'ai eu à gérer des épidémies, ça tue à une vitesse folle. Et c'est dans cet espace-là, dans ce coin-là, que les épidémies de poux se développent le plus facilement. D'accord ? Au moment de la chute de l'URSS, il y a eu plusieurs séries d'épidémies de poux qui sont mises en place. À chaque fois qu'on a une situation de guerre civile, en particulier dans les pays dans lesquels il fait un peu plus froid, et donc on a plus de vêtements, les poux c'est pas des poux de tête, hein, c'est des poux qui sont dans le corps, qu'on a trouvé ici chez les SDF, mais qu'on a trouvé, moi, dans une épidémie que j'ai traitée au Burundi, ou dans les épidémies qu'il y a eu dans les camps de concentration. Ces épidémies de poux transmettent des maladies qui sont terribles, et qui tuent beaucoup. Et ça se traite avec des choses très simples. J'espère qu'il n'y aura pas d'embargo sur ces médicaments, parce que comme c'est des médicaments qui rapportent rien, les poux, ça se traite avec de l'ivermectine, une prise unique. Et le typhus et les maladies qui sont transmises par les poux, ça se traite avec la doxycycline en dose unique aussi. Donc si moi j'avais quelque chose à faire, bien sûr, si on me demande s'il y a une épidémie de poux et de typhus et qu'on me demandait d'aider, j'irais, bien sûr, parce que je servirais à quelque chose. Mais, encore une fois, il faut prévoir, je le dis très solennellement, de faire des stocks d'ivermectine et de doxycycline parce que je redoute, et vous savez que j'ai l'habitude de ne pas faire de prédiction, mais là je redoute vraiment une épidémie de poux et des maladies qui vont avec, parce que ça a été l'épicentre de ces maladies pendant très très longtemps dans l'histoire européenne.